l'exercice professionnel? Merci beaucoup, chère Marie, pour la question. Merci à tous les participants qui ont répondu. Euh, Ce que je veux dire, c'est que déjà, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir passer du temps avec nos collègues parce qu'on sera amené à supporter les uns et les autres, à travailler ensemble. On n'a pas les mêmes humeurs, les mêmes façons de voir les choses. Et un collaborateur ou une collaboratrice peut agir d'une façon où ça ne plaît pas. Donc déjà, l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui nous permet de pouvoir rester dans un environnement où qu'on aime ou pas, on est là pour travailler, donc on doit pouvoir rester là. Il faut savoir s'y prendre. Parfois, cela est requis lorsque on est en train de travailler sous pression, par exemple, et tu travailles sous pression cela devant tes chefs tout de suite que ça te dépasse, mais devant le client, tu n'es pas du bon humeur avant d'arriver au boulot, mais tu ne montres pas que tu n'es pas du bon humeur. Donc, il faut tout cela pour savoir et saisir l'attention du client, savoir transmettre le message on veut transmettre. Et surtout, je le dis en termes de collaboration parce que quand on ne sait pas s'y prendre, même si on veut prendre une décision et tout, si on ne sait pas jouer avec les mots, avec les gestes et tout, vraiment, c'est pas vraiment évident de rester dans l'environnement professionnel. Aussi, l'autre chose, c'est que cela est d'autant important dans la mesure où parfois, comme cela a été dit déjà au début, ce qu'on a comme idée sur le métier avant d'arriver en entreprise, ce n'est pas vraiment ça. Les choses sont différentes. Ce que tu pensais, on te dit que c'est pas ça. Mais quand tu commences, on te dit que c'est pas ça. Il faut savoir comment supporter pour continuer. Sinon, on sera dans un environnement toujours frustré à faire le travail. Donc, d'une façon brève, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jérôme. Merci beaucoup. Vous avez parlé de collaboration, vous avez parlé de choc des cultures, vous avez parlé vraiment de résilience. C'est dans ce contexte-là que je vais poser la question à Monsieur Zamblé. Lorsqu'on collabore avec des gens, lorsqu'on rencontre certaines personnes, même de nationalités différentes, de cultures différentes, souvent il y a la frustration qui s'installe. Souvent il y a le choc de mentalité, il y a le choc de vie. À quel moment la santé mentale est en danger et à quel moment on doit véritablement la considérer dans la vie professionnelle? D'accord. Bonsoir à tous. Je vous remercie déjà d'être là. Déjà, concernant cette question, il faut savoir que en tant que jeune, je parle en tant que jeune professionnel, en tant que jeune, quand nous intégrons des boîtes, des entreprises, nous sommes dans ce que j'appelle le proving. Le proving, c'est-à-dire cette attitude qu'on a de prouver tout et rien. C'est-à-dire, à chaque moment que nous trouvons face à une situation, c'est-à-dire face à une tâche, nous voulons forcément exécuter cette tâche-là. Et l'accumulation de cette tâche-là vont créer vraiment un malaise, vont créer ce que j'appelle un surchargement. Et c'est le surchargement-là qui va commencer à affecter en fait notre santé mentale. C'est-à-dire, nous arrivons à un point où nous avons tellement de tâches, nous travaillons tellement peut-être en temps normal, on travaille de 8 heures à 16 heures, mais comme nous sommes des jeunes nouveaux, des jeunes profils, nous faisons ce qu'on appelle le dépassement. Donc, nous voulons par exemple commencer à travailler à 5 heures, terminer à 23 heures, 5 heures, 23 heures, travailler du lundi au dimanche, c'est-à-dire sans repos. Nous sommes tout le temps à la tâche. Et c'est l'accumulation en fait de ces actions-là qui vont entraîner en fait la détérioration de notre santé mentale. Il faut ajouter qu'à côté de cela, nous n'avons pas le temps de nous distraire. C'est-à-dire quoi? De faire d'autres activités pour nous épanouir. Donc, à force de rester dans ce cocon, à force de rester dans ce moule-là, nous finissons par faire, entre parenthèses, un burn-out. C'est-à-dire, nous finissons par avoir une santé mentale vraiment affectée, touchée. Donc, c'est dans ce sens, en fait, voilà, que nous fragilisons notre santé mentale. Nous, en tant que jeunes, qu'est-ce que nous devons faire pour préserver notre santé mentale? C'est tout simplement exécuter nos tâches. Des tâches qui sont reparties, faire des extras, mais se fixer des limites. Se fixer des limites pour ne pas détériorer notre santé. Parce que, à la longue, si on a une santé détériorée, on ne pourra pas exécuter nos tâches et ça va peiner, en fait. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, chers intervenants, pour cette première partie. Nous allons nous adresser maintenant à l'aîné, M. Olivier Adiamono. L'aîné, s'il vous plaît,
Dans vos domaines, avez-vous également été confronté à ce choc dont on a parlé? Bonsoir à tous. Merci Marie-Ange pour la question. Et j'aimerais également dire merci à toutes ces personnes qui ont réussi à se connecter. Je pense que nous sommes plus de 300 personnes dans le groupe, mais déjà ceux qui ont réussi à se connecter, c'est pas évident. Donc merci à tous d'être là. Alors, pour revenir à la question de Marie-Ange, les chocs professionnels, ça existe, hein, ça existe un peu partout. Et c'est une expérience qui est, je vais dire, unique pour chaque personne. Chacun a sa manière à lui de vivre en fait ce choc-là. Moi, je vais prendre un exemple sur moi tout court. Dans mes débuts à Bolloré, par exemple, lorsque nous avons terminé à l'académie, une semaine après, on a commencé en même temps des stages de Bolloré. Donc, je peux dire, par exemple, que je n'ai pas eu le temps, ou du moins, on n'a pas eu le temps de bien se reposer et en même temps qu'on a commencé à travailler. Donc, il y avait peut-être ce choc-là déjà, de savoir que quand tu commences à travailler, tu n'as plus droit au repos, à part peut-être les week-ends et à part également les congés. Voilà, également les congés. Donc, ça a été un premier choc de savoir que tous les jours, il fallait se lever à une certaine heure pour aller au travail. C'est ça, exactement. Voilà. Ça a été un premier choc. Tous les jours, il faut se lever à une certaine heure pour aller au travail. Ensuite, moi, personnellement, à part peut-être ce choc-là de savoir que chaque jour, je dois me réveiller, après, à un moment donné, c'est fatigant, c'est vrai, c'est saoulant. Des fois, tu auras envie de ne pas partir et tout, mais bon, tu sais que c'est ce que tu donnes à manger sur ton canapé. Voilà. Donc, pour moi, personnellement, ça a été un choc. Ça a été un choc. Le deuxième choc également que j'ai eu à subir au niveau professionnel, c'est de voir, excusez-moi de le dire, hein, c'est de voir que je suis à Bolloré. Je viens à peine d'arriver et je me rends compte que j'ai des aînés, ou je vais dire même des ancêtres de l'Académie des maires qui sont également à Bolloré, qui occupent peut-être le même poste il y a, depuis peut-être 10 ans, 15 ans. Depuis 10 ans, 15 ans, qui occupent le même poste. Et je me dis, attends, je suis en train de faire un stage pour venir occuper le même poste que demain. Ça veut dire que je vais également faire 10 ans, 15 ans comme eux, peut-être même plus à ce même poste-là, en fait. C'est un choc. C'est ça. Automatiquement, voilà, tu te dis que bon, je n'ai pas fait l'académie pour venir rester à ce poste-là toute ma vie. Donc, c'est un choc. Tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas? Donc, c'est pour dire que c'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui peuvent arriver dans le monde professionnel. Il va falloir que chacun trouve le moyen de pouvoir passer à autre chose, se rapprocher de certains aînés, certaines personnes qui pourront leur donner des conseils pour pouvoir mieux évoluer. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Ok. Merci beaucoup, Lenny. Merci beaucoup. C'était vraiment enrichissant ce que vous avez dit, vous qui avez plusieurs années d'expérience. Vous savez très bien de quoi vous parlez. Nous allons maintenant procéder à la première phase de questions-réponses. Vous levez simplement la main. Il y a une icône main ici. Vous levez simplement, vous ouvrez votre micro et vous pourrez poser vos questions. Ok, monsieur, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir, j'espère que tout le monde m'entend. Oui, nous vous entendons. D'accord, ok. Donc, bonsoir à tous. Je suis Wandaogo Suleiman. Je brise la barrière en même temps. Je ne suis pas académicien, donc je ne suis pas un alumni de votre brillante institution surtout. Mais grâce à Octave, qui est un collègue et que j'ai eu à rencontrer récemment, précisément même dans le mois de décembre, lors d'une activité qu'on a eu à mettre en place au sein de la structure. Donc voilà, je crois qu'on a eu 2-3 conversations. Il m'a fait part des projets surtout bénévoles, de tout ce qui a trait à votre organisation. Donc c'était principalement pour vous féliciter en gros. Et aussi ma première question s'adresse à M. Olivier Adiamono, qui est un collaborateur, parce qu'on a eu à échanger certains mails même dans un passé très récent. Peut-être que mon nom lui dira quelque chose par la suite. Moi, ma question est liée à son intervention de tout à l'heure. Il a dit, lorsqu'il a pris ses marques au niveau de Bolloré, il a constaté qu'il
il y avait des ancêtres, des cadors qui étaient pointés au même poste depuis de nombreuses années. Et ce qui lui a fait véritablement peur. Ma question, est-ce que ce n'est pas lié fortement à l'ampleur même de la société? C'est-à-dire, lorsqu'on met les pieds dans une grande structure, on se rend compte que là-bas, pour pouvoir bouger, franchement, il faut pouvoir apporter quelque chose de beaucoup plus innovateur, je vais dire ça comme ça. Donc, est-ce que cette peur qu'il avait traversée juste pendant quelques temps n'était même pas un frein même déjà à peut-être ces du monde de la logistique en général? C'était ma question. D'accord. Si je dois résumer votre question, vous voulez savoir si le choc que l'aîné a reçu dans le début de sa carrière n'a pas été un frein à sa carrière actuelle, c'est bien ça? C'est bien ça, c'est bien ça. Merci beaucoup. L'aîné, Ok, d'accord. Merci beaucoup, cher Suleiman, pour la question. Je vais répondre directement. Hein. Ça n'a pas été un frein. Voilà, ça n'a pas été un frein dans ma carrière professionnelle. Au contraire, ça a été pour moi un levier. Voilà, ça a été pour moi un levier d'accélération pour pouvoir faire tout mon possible pour vite quitter cette grande boîte-là. Parce qu'effectivement, je vais vous le dire, ce n'est pas un secret de professionnel. Hein. Je vais vous le faire croire. Je vais vous le dire. Dans la grande boîte, quand on arrive pour évoluer, c'est souvent difficile. Et je ne sais pas qui va me dire le contraire. Pour évoluer, c'est souvent difficile. Voilà, tu viens trouver des personnes avec peut-être 5 ans, 7 ans, 10 ans d'expérience, 10 ans d'expérience professionnelle. Et vous voyez qu'ils sont toujours au même poste. Vous vous demandez, mais attends, ces personnes-là sont là avant moi. Quand est-ce que moi je vais arriver avoir, on ne sait jamais quel nombre d'années, combien d'années d'expérience pour pouvoir peut-être espérer un jour les dépasser et devenir peut-être ne serait-ce qu'un adjoint au chef des services ou bien un chef des services. C'est pas évident. Voilà, à leur niveau, c'est ça. C'est pas évident. Grande boîte, c'est pas évident. Et après, également, ce qu'il faut savoir dans la grande boîte, c'est que les gens souvent évoluent par affinité ou bien par copinage ou bien, je ne sais pas comment trouver ce mot-là, comment vraiment matérialiser en français ou bien exactement. C'est déjà, les gens évoluent en fonction du fait que c'est mon bon petit. Ils me rendent tel service et tel service. Et donc, bon, par affiliation comme ça, les gens évoluent. Voilà, c'est pas un secret pour quelqu'un. Voilà, c'est pas un secret pour quelqu'un. Dans toutes les grandes boîtes, ça se passe. Que ce soit chez Bolloré, que ce soit peut-être pour certaines grandes boîtes, c'est comme ça que ça évolue. Les gens n'aiment pas souvent qu'on le dise, mais en réalité, c'est ça. Donc, pour revenir encore à Suleiman, au contraire, ça n'a pas été un frein pour moi. Ça m'a juste aidé. Ça a aidé pour moi comme un levier d'accélération pour dire, ah, il ne faudrait pas que je dure ici. Voilà. Et ça m'a permis de mettre tous les moyens nécessaires à ma disposition pour pouvoir passer à autre chose et puis quitter la boîte. Par contre, en gros, je vais vous dire, ce n'est pas mauvais de faire de grandes boîtes parce que ce sont des boîtes qui forment. Voilà, c'est pas mauvais de faire les grands groupes, ça forme et ça t'aide à mieux comprendre le monde professionnel et à mieux pouvoir, à mieux se lancer plus tard. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons une question de M. Yao Keva.